les premiers artistes au Congo qui ont apporté quelque chose de tout à fait neuf, c'est entre 1926 et 1936, les peintres de cases qui avaient été découverts par un certain Georges Thiry, qui était un administrateur territorial, qui a vu donc un premier peintre de cases au Katanga, qui peignait les cases et qui peignait des scènes de la vie quotidienne. C'était aussi bien des animaux que des scènes à l'européenne, et il lui a proposé de peindre sur papier. Donc c'est un peu un art de commande en quelque sorte, mais qui était tout à fait touchant. Donc le premier de ces peintres, ce n'est pas le premier, parce que là on est sur Gilatendo, mais ce n'est pas grave, ils ont été à peu près actifs en même temps. D'abord Lubaki, que nous verrons ensuite. Mais donc voilà, Gilatendo, ça c'est le second artiste que que Thiry a découvert, celui-là au Kasaï, et auquel il a enjoint de peindre sur papier, comme il l'avait fait avec Lubaki et avec la femme de Lubaki, Antoinette. Donc voilà, Gilatendo, ce sont des œuvres de la collection de Pierre Lose qui en possède une tonne, on peut dire, et qui beaucoup, et qui d'ailleurs nous en avait prêté pas mal lorsque nous avons initié l'exposition en 2007 dans le cadre de Yambi. Je reviens un peu en arrière pour vous dire que donc, en fait, je me suis intéressé à l'art africain à partir de la Biennale de Dakar, où en 1996, j'ai pu aller découvrir cette biennale, et je l'ai suivie jusqu'en 2008. C'était tout à fait intéressant, malgré les défauts d'une biennale en Afrique. Et donc, je me suis intéressé à l'art africain à partir de là. C'était extrêmement enthousiasmant de faire des découvertes. Et en 2006, le CGRI, aujourd'hui Wallonie-Bruxelles International, m'avait demandé de réaliser des expositions dans le cadre du festival Yambi, donc consacré aux arts du Congo. Arts du Congo, aussi bien la musique que le théâtre, que la littérature et que les arts plastiques. Cette exposition des pionniers a eu lieu à Mons, dans les anciens abattoirs, et je pense qu'elle était assez réussie. Elle brossait un panorama des peintres depuis cette première école qui n'en était pas une, mais depuis ces pionniers des années 30 jusqu'aux premiers populaires. Donc nous en revenons à Gilatendo, et nous verrons ensuite, vous voyez qu'il peignait aussi bien figuratif qu'abstrait, en s'inspirant très certainement des tissus, des velours du Kasaï. Et voilà, donc Gilatendo. Voilà maintenant Lubaki à gauche et sa femme Antoinette à droite, qui viennent également de la collection de Pierre. Donc à ce moment-là, Thiry, je confonds toujours, a voulu les montrer à l'étranger, a espéré pouvoir les vendre, et c'est là que nous en arrivons à ce que Marc donc racontait tout à l'heure. En 1929, il y a eu des expositions à Bruxelles, Genève et Paris, et là le succès à Paris a été controversé par cette cabale selon laquelle les peintures auraient été réalisées par un blanc. Gilatendo illustrait des contes, Lubaki exposait, dessinait ce qu'il voyait, ce qui l'animait. C'était en fait des naïfs, en quelque sorte, des spontanés, et des peintres de cases, comme il en existe toujours au Shabbat d'ailleurs. Les femmes près de Lubumbashi repeignent à la saison sèche leurs cases avec des motifs qui pourraient s'apparenter à ceux-ci. Donc, Thiry avait un relais en Belgique qui était Gaston Denis Perrier,
mais ça n'a pas fonctionné. Et en fait, c'est à la mort de Perrier qu'on a retrouvé tous ces feuillets sous son lit, je pense. Et après ça, il y a eu un succès qui n'a fait que s'amplifier. Aujourd'hui, ils sont bien sûr très recherchés. Donc, ces premiers peintres n'ont pas été suivis directement d'autres. Il a fallu attendre 1946 et l'arrivée à Élisabethville d'un ancien militaire français, Pierre-Romain Desfossés, pour voir la création de l'atelier du Hangar, parce que Romain Desfossés est un peintre, disons, du dimanche, qui s'est mis à peindre, et un de ses serviteurs, Béla Sarah, s'est tout à coup mis à essayer à peindre à sa suite, et Desfossés l'a encouragé et a même décidé alors d'ouvrir une sorte d'école, enfin d'atelier où tout le monde pourrait venir s'exercer. Néanmoins, pour participer à l'atelier de Desfossés, il fallait passer un test, et à la suite de ce test pour lequel il leur disait vous vous asseyez là et vous regardez ce que vous voyez, vous regardez et vous peignez ce que vous voyez, et à la suite de ça, il distinguait les artistes entre les artistes et les décorateurs. Dans cette école d'Élisabethville, qui a fonctionné de 1946 à 1954, année de la mort de Desfossés, 3 artistes émergent nettement. C'est Béla qui a la caractéristique... Bon, on va... C'est Antoinette, le suivant. Oui, Antoinette. Alors ici, c'est Pili Pili, qui fait partie des 3 têtes d'affiche du Hangar, avec Moinzé et avec Béla. Donc Pili Pili, au début, était tout à fait extraordinaire, je trouve, avec ce monde inventif, imaginatif. Après, avec le succès, il s'est un peu stéréotypé, et je l'avais encore rencontré quand je suis allé en 2007, l'année de sa mort, et c'était assez triste. C'est son fils qui refaisait du pili-pili pour le vendre, et quand on quittait sa maison, il ne fallait pas oublier le bakchich. Donc les peintres du Hangar ont eu un succès, eux, auprès des Européens, et on peut mettre un peu en parallèle l'atelier qu'il y avait à Brazzaville à l'époque, qui était animé aussi par un Français, Pierre Lotz, qui n'est pas Pierre Loos, et c'était l'atelier de Poto Poto, d'où émergera, et il viendra après, plus tard, à Kinshasa, Tango. Ce qu'il faut reconnaître à Desfossés, qui n'était pas un très bon peintre, mais qui était un peintre amateur, c'est d'avoir laissé absolument libre cours à ses pupilles et de leur avoir dit de rester surtout eux-mêmes. Ce qui fait que la distinction est assez nette entre Pili Pili, que vous voyez encore là, Béla qui peignait avec les doigts, c'était une peinture aux doigts, toujours Béla, et Moinzé Kibwanga, qui est connu pour ses hachures, ses nombreuses hachures, et son style très particulier, et qui peignait des scènes de tous les jours. Ce Moinzé est de la collection de Marc Félix, qui nous l'avait prêté pour l'exposition à... Voilà. Alors ça, c'est Tango, donc de l'école de Poto Poto, mais qui plus tard viendra à Kinshasa, et Mère Lévy, qui vit entre Bruxelles et Lubumbashi aujourd'hui, a une grosse collection de tango. Je vous signale que tous ces artistes, et puis les contemporains dont nous parlerons, vont bénéficier d'une exposition assez grandiose à Paris à partir de ce 9 juin. Ça va se passer à la Fondation Cartier. 9 juillet, pardon, oui bien sûr, on est déjà passé le 9 juin. 9 juillet, à la Fondation Cartier, et c'est une expo qui est montée par André Magnien, et qui réunira vraiment l'art du Congo. C'est sans doute une grande première aussi générale, avec des œuvres essentielles, nous l'espérons.
à propos de de Bella, on peut aussi dire qu'il avait réalisé 18 planches pyrogravées autour, intitulées Gutenberg de la Brousse, et que c'est tout à fait savoureux. Et Pierre Loos a la chance de posséder un exemplaire de cette édition rare. De la même école, on peut encore citer Sylvestre Kabbalah, Modé Muntu, et aujourd'hui, certains artistes de Lubumbashi se revendiquent encore de cette école, mais évidemment, ça n'a plus tout à fait le même intérêt. Il y a un certain Mouvouma, notamment, qui fait de l'école du hangar et en même temps des œuvres sans intérêt, tout à fait sans intérêt. Dans le livre que j'avais édité à l'occasion des expositions de Yambi, je disais qu'après cela, il n'y avait plus rien eu. Et en fait, il n'y a plus rien eu jusqu'à l'apparition, fin des années 60, début des années 70, des peintres populaires. C'était l'époque aussi de la vogue naïve un peu partout dans le monde. Est-ce que cela a déclenché quelque chose au Congo? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'on a trouvé des populaires à la fois à Lubumbashi et à la fois à Kinshasa. Les populaires de Lubumbashi étaient plus politiques, semble-t-il poussés à cela par des coopérants belges qui aimaient voir l'époque coloniale fustigée et bafouée. Et donc, le plus important était un certain Chibumba. À Kinshasa, la technique de ces populaires était plus élaborée. Ils avaient chacun une particularité. Le public blanc, à l'époque, était avide d'images politiques sentimentales, polissonnes ou rebelles. Et ces peintres ont répondu parfaitement à l'attente, avec en tête de liste Thierry Samba. Là, je vous passe Chibumba, donc le peintre de Lubumbashi, qui montre comment l'ONU participait aux arrestations à cette époque. D'autres peintures évoquaient la chicotte allègrement prodiguée par les Blancs sur les Noirs. Chéri Samba, voilà, Chéri Samba est le plus connu, il a une carrière internationale qu'André Magnin a poussé fort loin. Il faut rappeler qu'André Magnin avait sélectionné les artistes africains pour la grande exposition de 1989 à Paris, à la Villette et au Centre Pompidou, les magiciens de la Terre, et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des artistes en Afrique et sur d'autres continents qui nous étaient tout à fait inconnus. Chéri Samba, voilà, continue aujourd'hui. La peinture est devenue plus léchée, il met des paillettes. Bon, il est entré dans le circuit commercial, mais c'est un être tout à fait amusant, plein d'humour, et vous vous souvenez sans doute de sa fresque qui se trouve d'ailleurs toujours à la chaussée d'Ixelles. Ah, non. Voilà, Moquet, encore une peinture de Marc Félix. Une belle peinture, je trouve, qui est superbe. Et Moquet est décédé malheureusement il y a quelques années. Et il avait une veine tout à fait à lui, particulière. Et voilà, ça c'est remarquable. La petite tête et les gros seins, c'est pas mal. Après cela, j'avais titré donc dans ce livre « Et puis plus rien », ce qui m'a valu des remarques évidemment courroucées de toute l'intelligentsia quinoise, surtout des peintres de l'académie, des peintres étatiques, et par exemple l'illustre sculpteur Liolo ou le peintre Lemacusa. Le premier fait des bronzes polis dégoulinants, un peu comme Dustrebel, mais d'un autre genre. Lemacusa peint des femmes éthérées, comme on en voyait dans les mauvaises galeries bruxelloises. Ces peintres faisaient partie du conseil
donc du conseil scientifique des expositions de Yambi, mais j'avais obtenu ici à Bruxelles de n'exposer que ce que je voulais bien exposer, et donc ils n'ont pas été montrés, et ils se sont vengés d'une certaine façon dans un article paru dans la presse quinoise, où à l'époque de Gucht, notre ministre des Affaires étrangères, avait dit certaines vérités au Congo qui n'avaient pas plu, et donc le titre de l'article c'était « Le De Gucht des arts plastiques ». Voilà. Ils n'ont pas compris, je l'avais dit dans le livre, que c'était un livre critique, que si j'avais parlé d'artistes belges, j'aurais fait les mêmes remarques critiques de ce qui me paraissait ne pas mériter la citation. Voilà, c'est un peu le problème qu'on rencontre en Afrique, c'est que dès que, donc j'y ai été beaucoup, j'ai animé des ateliers d'écriture, j'ai participé au biennale, dès qu'on émet un conseil, on est considéré comme un nouveau colonisateur, ou bien si on n'apporte pas quelque chose, on n'intéresse plus. Donc c'est très difficile de créer quelque chose qui dure. Vous essayez de monter quelque chose, vous partez, ça tombe à rien. Et le problème de l'Afrique, c'est, je pense, cela. Les artistes africains qui vivent en Afrique ont du mal à se faire valoir, mais ils ont aussi du mal parce qu'ils s'entretuent entre eux, chacun voulant être le premier. Et les meilleurs, ce sont ceux finalement, souvent, qui sortent d'Afrique et qui ont un contact avec ce qui se fait chez nous, qui savent comment on doit se mouvoir dans le monde. Et on en a un bel exemple, c'est Aimé Mpané qui est parmi nous et qui, à mon avis, est l'artiste congolais le plus représentatif parce qu'il expose dans le monde aujourd'hui, un peu partout, dans des musées américains. Et il n'est pas un peintre africain. Oui, il est un peintre africain, il est avec ses racines, mais il est un peintre de la mondialisation aujourd'hui. Et donc, il est un peintre universel parce qu'il raconte des choses qui, à partir de l'Afrique, peuvent émouvoir tout le monde. Voilà, quand je suis allé en Afrique, le CGRI, aujourd'hui, Wallonie-Bruxelles International, m'avait composé une liste de visites. Après 2 jours ou 3 jours, j'ai vu que c'était peine perdue. On m'amenait à l'académie où il n'y avait que du déchet. On m'amenait dans des ateliers pourris où il n'y avait rien. Heureusement, Aimé m'avait donné des pistes. Et là, j'ai pu rencontrer les plus jeunes, ceux qui s'étaient rebellés contre l'académie, qui avaient créé des mouvements, ESA Possible, les libristes, et qui avaient quelque chose à dire, quelque chose d'original qui avait déjà été remarqué d'ailleurs par un professeur français qui les avait fait venir à Strasbourg dans des résidences. Et dans les expos que nous avons montrées, c'était au Botanique qu'on a montré les jeunes, il y en avait 13 à peu près. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, s'il en reste 4 ou 5 qui sont encore actifs, c'est beaucoup. L'un est devenu pasteur d'une église évangéliste à Paris, un autre est devenu chef coutumier, le troisième s'est perdu dans l'alcool, enfin bon, voilà, ça c'est Freddy Tsimba, qui est un déjeuner avec Aimé Mpané. Freddy Tsimba qui à l'époque travaillait avec les douilles de guerre qu'il ramassait sur les champs de combat, au péril de sa vie, parce que d'abord c'était interdit, et puis que il n'était pas à l'abri. Il a d'ailleurs eu plusieurs mésaventures. Ça, c'est une statue qui est à la chaussée d'Ixelles, je ne sais plus très bien où. Mais il a aussi fait à cette époque des ventres de femmes enceintes qui étaient percés de balles et tout ça. C'était assez extraordinaire. Il continue, mais c'est difficile en Afrique et particulièrement au Congo de réaliser une œuvre quand on a quelque chose à dire, et parfois il aurait un peu tendance à tomber dans une sorte d'artisanat, mais c'est une forte personnalité, je suis sûr qu'il va rebondir. Aimé, dans cette exposition, Aimé Mpané, dans cette exposition du Botanique, nous avait offert cette pièce absolument superbe, tout en allumettes, avec cette croix et ces effigies qui rappelaient qu'en 1885, le Congo avait été donné à Léopold II et qu'il s'en est suivi, semble-t-il, beaucoup de misère. Il faudrait pouvoir se replacer à l'époque pour juger vraiment
des critiques qui se sont abattis sur l'Empire du Congo, parce que, à la limite, les Anglais et les Américains qui ont été les plus féroces pour dénoncer cette période ont été parfois pires que les Belges. Et de toute façon, une fois qu'on lâche des militaires quelque part, on peut s'attendre au pire des prédations. Voilà encore Démé qui sculpte à l'herminette, donc objet parfaitement congolais, qui sculpte des visages dans le bois et puis les peint. C'est assez étonnant. Il a déjà toute une œuvre qui a été... Voilà, ça c'est des œuvres plus récentes. C'est un travail, je crois, avec des planchettes et bon, des effigies de bois qui sont donc, qui forment tout un univers. Voilà. Aimé est parfois un peu conceptuel, mais c'est un artiste multiple, comme la plupart des artistes africains aujourd'hui. Ils sont à la fois peintres ou sculpteurs, mais aussi installateurs, font des vidéos, font des performances. C'est un art assez complet et bien évidemment, les meilleurs font partie aujourd'hui de notre univers visuel. Vichwa Wilambwe est un des jeunes que j'avais remarqué à Kinshasa et auquel je crois beaucoup. Il a bénéficié de 2 ans à la Rijksacademie d'Amsterdam, ce qui n'est pas rien, et il y était encouragé par Marlène Dumas, ce qui n'est pas rien non plus. Il est retourné à Kinshasa et peut-être qu'il s'y perd un petit peu pour l'instant. Il a quand même pour lui d'y avoir ouvert un centre pour les artistes et pour les arts, où il accueille des artistes en résidence. Peut-être se perd-il en faisant ça par rapport à sa création. Je n'ai pas beaucoup de nouvelles de lui, mais je suis sûr qu'il va rebondir parce que c'est un type... Voilà, ça c'était une performance qu'il avait d'ailleurs faite au Botanique et qui avait tout à coup fait fuir la première dame de Kinshasa qui était venue au vernissage et qui se demandait à quoi on la soumettait. Sami Balodji, qui vit aujourd'hui à Bruxelles, en partie à Lubumbashi, avait eu la superbe idée qui lui avait été soufflée quand même par un directeur culturel français à Lubumbashi, de travailler avec des photos prises à la Gécamine en 1907, donc des travailleurs enchaînés, voilà, et de les superposer sur des vues de ces établissements miniers aujourd'hui. Et c'est une photo magnifique, poignante. Le seul reproche que je ferai à Balodji, c'est que depuis lors, on voit sa série partout, et toujours la même. Il y a toute une série de photos, hein. Mais par exemple à la Foire d'Art Bruxelles, elle était dans une galerie, je ne sais plus d'où, américaine je pense, et il était mis tirage 1/6, or ça me paraît un peu téléphoné. Il était à la Biennale de Venise dans le pavillon belge, et là, paraît-il, il avait une série plus concentrée sur l'architecture dans la région de Lubumbashi. C'est un très bon photographe, sans nul doute. Curaçao Mali est un artiste que André Magnien promeut aujourd'hui, qui faisait partie des Impossibles et que nous avons aussi exposé dans Yambi. Francis Mampuya était aussi à Yambi. C'est l'aîné avec Tsimba et avec Mpane. Et lui, il fait de la peinture. C'est un vrai peintre, plus traditionnel, plus classique, mais c'est un vrai peintre et un bon peintre coloriste. Alors voilà, ça c'était la couverture du livre que nous avions fait, Nono Katanga, qui était comédien et qui prenait des poses pour montrer ce qu'était l'Afrique. Et la photo de droite en bas, c'est Afrique, dis quand te lèveras-tu? Hélas, lui, il est devenu donc pasteur
d'une église évangéliste et apparemment il ne photographie plus. Voilà, alors cette expo a quand même été suivie d'une autre expo en 2012 que nous avons montée avec Emem Pané à Dortmund, où on a montré l'art congolais d'aujourd'hui et il y avait les populaires aussi. Dans l'art congolais d'aujourd'hui, il y avait une carte de l'Afrique assez conceptuelle conçue par Thomas Muteba Lutumbwe, qui est professeur à la Cambre et qui vit donc à Bruxelles, qui est un très bon artiste conceptuel et qui proposait aux visiteurs de replacer les noms des pays à leur place exacte sur la carte. Il y avait aussi dans cette exposition, comme Ayambi, Michel Majema, qui vit à Paris et qui a obtenu un grand prix Sangor à la Biennale de Dakar, je crois en 2002. Elle est photographe et vidéaste, c'est un beau talent, mais je ne sais pas si elle émerge ailleurs que dans ce qui sont des expositions typiquement africaines, ce qui est quand même dommage, et c'est certainement pas ce qu'elle souhaite. Parce que dans toutes les biennales de Dakar auxquelles j'ai assisté, un des débats récurrents, c'était « mais quand donc finira-t-on de parler de l'art africain contemporain? On doit parler d'artistes africains d'aujourd'hui. » Voilà. Bon, le débat n'est pas clos et c'est une question de mots difficile à résoudre. À Dortmund, il y avait également des nouveaux venus, un photographe Alain Polo Nzuzi qui faisait des photos peintures. Il y avait Yves Sambou qui photographiait la sape africaine. Il y avait Sami Bolodji, Freddy Tsimba. Et en 2013, à la demande de Georges Forest, nous avons été commissaire, enfin j'ai été commissaire d'une exposition à la Chêtaigneraie à Flémal, et là il y avait un nouveau venu, un nouveau venu, Steve Bandoma, qui avait une peinture assez tranchante, mais hélas depuis j'ai vu des choses beaucoup moins convaincantes, et je crois que le succès de ses premières peintures lui a un peu monté à la tête. On verra. Il se bat pour l'instant à Kinshasa avec Vichwa pour la prédominance de l'un sur l'autre. Et il y avait aussi le peintre Bouvier Nkobo, plus abstrait. Et puis ici, maintenant, je vais vous montrer des photos que m'a ramené Emem Pané, d'artistes donc plus récents. Bouvier Nkobo, nous en avons parlé. C'est pas mal du tout. Eddie Kambwanga, donc c'est ce qui se fait aujourd'hui à Kinshasa et à Lubumbashi. Je précise qu'Aimé anime des ateliers là-bas et retourne régulièrement. Donc il est un Africain idéal puisqu'il est à la fois en Belgique et au Congo et il ne perd pas donc ses racines. Voilà encore c'est un ancien, voilà, lui je ne connais pas, voilà. Voilà, alors ce que je voulais dire c'est que, c'est que les grands Africains sont connus à titre individuel sur la scène internationale. Le premier qui a été fort connu, c'était un Sénégalais, dont le nom m'échappe maintenant, qui faisait des gros personnages avec beaucoup de matière. Ousmane Sow, voilà. Ousmane Sow, c'était assez extraordinaire, un peu post-colonial, mais quand même extraordinaire. Hélas, maintenant, sa femme qui est française les fait tirer en bronze et ça perd un peu de son originalité, de son authenticité. C'est le problème, l'art est devenu un commerce plus qu'autre chose, et même chez nous, les jeunes artistes sortant des écoles veulent tout de suite vendre et bien gagner leur vie. Ils pensent parfois plus à vendre qu'à créer, et je me souviens que dans un jury à la Cambre auquel participait Pierre Alechinsky, il a été très énervé en arrivant parce qu'il y avait des revendications d'étudiants à propos de je ne sais plus trop quoi, et qu'il a dit mais qu'ils apprennent d'abord leur métier et puis après ils pourront revendiquer.
Et Alechinsky, qui a 88 ans, continue avec un enthousiasme extraordinaire à créer des choses magnifiques. C'est évidemment un de nos tout grands artistes. Bon, à part la Biennale de Dakar qui continue qu'à un quart, il y a la fondation à Luanda qui était invitée ici, qui a créé une triennale là-bas et qui montre une collection réunie au départ par un Allemand qui appartient maintenant à un important homme d'affaires congolais. Il y a sans doute à boire et à manger dans cette collection, mais je sais qu'un artiste que j'apprécie énormément, qui est camerounais, donc près du Congo, qui vit à Paris, mais qui a créé un centre assez impressionnant dans son village Bamileke, Barthélemy Togo, n'avait pas voulu participer quand la collection avait été montrée à la Biennale de Venise il y a quelques années. Voilà. Et il y a en Afrique aussi la fondation Zinzou qui fait un travail formidable auprès des enfants du Bénin, de Cotonou, mais aussi ailleurs dans le Bénin, qui montre des artistes contemporains congolais, africains ou européens, qui a montré à Cotonou le trésor du roi Benanzin avec l'aide du Quai Branly, ce qui est peu banal en Afrique aujourd'hui, qui a montré aussi Basquiat, dont tous les artistes africains, les peintres surtout, se revendiquent aujourd'hui, et certains, ça se voit nettement. Togo, qui est exposé par la galerie Le Long, une des grandes galeries parisiennes, est un artiste magnifique qui a une vision humaniste de la vie. Ça ne rigole pas toujours, comme ici, mais c'est de la vie à la mort. Mais il fait des aquarelles avec une prodigieuse dextérité. C'est toujours chargé, c'est toujours très coloré. Ici, c'est en bleu, mais il a utilisé le rouge, le vert. Et le musée de l'Afrique à Tervuren avait montré il y a quelques années une exposition où il y avait des masques et des artistes contemporains, et Togo y était bien sûr, notamment avec une installation qui parlait de migration. Togo, parce que Togo, comme les autres que je vous ai cités, et comme Dominique Zingpe, un artiste béninois que j'aime beaucoup, et sur lequel j'ai écrit un livre, et que Sandra avait montré ici à Bruxelles, avant de partir avec toutes ses dettes et de laisser tout le monde. Voilà. Donc, Zingpe et Togo sont amis et ils sont à la fois peintres, installateurs, vidéastes, performeurs. Ce sont d'assez grands artistes. Ils prouvent que les grands Africains ont droit à une place au sommet de la création contemporaine. Ils ne sont pas Jeff Koons ni Damien Hirst, mais ils ont leur valeur, ils ont une valeur qui est encore profondément une valeur d'âme. Et je pense qu'à côté de Romuald Azoumé, de ses masques bidons, de Pascal Martin Taillou, un autre Bamileke qui vit à Gand, qui fait des installations magnifiques et qui sera au Palais des Beaux-Arts très bientôt, pour une grande exposition, une grande installation, avec Ella Natsui, dont on connaît les grandes tapisseries avec des capsules de... Eh bien, tous ces artistes sont des artistes qui font partie de notre imaginaire aujourd'hui, de même que les Blancs d'Afrique comme Marlène Dumas ou William Kentridge. Je pense que j'ai tout dit et je vous remercie. Yeah.